Quelle sorte d'âme peut bien être au milieu des cris, du silence lourd, de cette culpabilité flottante qui stagne comme la poussière dans une maison que plus personne ne nettoie? Quel genre d'enfant survit là où l'amour se donne comme une dette, où les regards blessent plus que les mots, et où l'affection s'offre en ration, comme si elle risquait de manquer? Ce n'est pas une question facile, mais elle est essentielle. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans des milieux où grandir ressemble davantage à tenir bon. Où l'enfance n'est pas un abri, mais un champ de mines. Où chaque pas se fait dans la peur, mais se fait quand même. Et dans cette marche fragile, quelque chose prend forme. Quelque chose de plus solide que ce que l'environnement avait prévu. Quelque chose qu'aucune violence émotionnelle, qu'aucun abandon affectif, qu'aucun mépris répété ne parvient à briser complètement. Une racine invisible, imperceptible au début, mais qui, tôt ou tard, pousse vers le haut, vers la lumière. La plupart des gens ne voient pas ce processus. Ils ne voient qu'un adulte fort, sage, résilient, sans imaginer le prix payé. Sans soupçonner les nuits où l'âme a voulu lâcher prise, les pleurs étouffés derrière une porte fermée ou dans l'oreiller mordu. On admire la force sans jamais se demander d'où elle vient. Comme si elle était née seule, comme si elle n'était pas le résultat direct d'un séjour prolongé en enfer sans jamais perdre la capacité de ressentir. Carl Jung n'a jamais dit mot pour mot que les âmes les plus fortes naissaient dans des familles toxiques. Mais si l'on lit entre les lignes de sa pensée, si l'on observe ses réflexions sur l'ombre, l'individuation et la souffrance, cette idée apparaît avec une clarté troublante. Pas comme une vérité criée, mais comme une révélation silencieuse qui se découvre avec le temps. Parfois, les lieux qui ont voulu nous briser sont ceux-là même qui nous ont obligés à nous éveiller. C'est vrai, beaucoup de personnes qui ont grandi dans des foyers hostiles finissent par reproduire les mêmes schémas. Elles deviennent elles-mêmes toxiques, se coupent de leurs émotions, se perdent. Mais d'autres, dans un acte presque miraculeux, empruntent un autre chemin. Celui de celui qui ne fuit pas sa douleur, mais la transforme. Qui ne nie pas ses blessures, mais les intègre. Qui n'oublie pas, mais refuse de s'empoisonner avec le souvenir. Et ce chemin-là, même s'il est solitaire, même s'il est incompris, forge les âmes les plus puissantes. Ce qui se passe dans une famille toxique, beaucoup préfèrent ne pas le voir. Des dynamiques invisibles qui étouffent, des règles non dites qui effacent l'individu, et des silences qui pèsent plus lourd que les cris. Ce sont des foyers où l'enfant apprend à s'adapter pour ne pas être puni, à se taire pour ne pas déranger, à plaire pour ne pas être abandonné. Et le pire, c'est que cette toxicité se déguise souvent sous des formes apparemment normales. Des pères qui disent « c'est pour ton bien », tout en humiliant, des mères qui disent « je t'aime », mais contrôlent, des grands-parents qui répètent « on m'a élevé comme ça », comme si cela excusait tout. Et pourtant, là, dans cette obscurité, quelque chose d'étrange se produit. Comme si l'âme, ne trouvant aucun refuge à l'extérieur, commençait à chercher à l'intérieur. Comme si l'absence de tendresse forçait à l'inventer. Comme si l'abandon initial éveillait une force inexplicable, celle de vouloir être différent. De vouloir guérir ce que d'autres ont choisi d'ignorer. De rompre avec ce qui semblait éternel. Et ce désir, ce besoin brûlant de liberté intérieure, est plus fort que tout l'édifice familial. Plus fort que la culpabilité, que la peur, que l'obéissance aveugle. Plus fort, parce qu'il naît du cœur même de la douleur, et qu'il ne cherche pas la vengeance, mais du sens. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie de nous que nous refoulons, que nous renions, que nous dissimulons. Mais dans une famille toxique, l'ombre n'est pas seulement personnelle, elle est transmise. Elle passe de génération en génération, comme une malédiction muette. Et celui ou celle qui ose la regarder en face, sans détourner le regard, casse un cycle. Pas par les mots, mais par la présence. Pas par des discours, mais par des actes. C'est une personne qui, sans le savoir, devient le point de bascule d'une histoire familiale entière. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à faire ce pas? Qu'est-ce qui la pousse à ne pas répéter? Pourquoi certaines âmes s'enfoncent-elles dans le ressentiment tandis que d'autres émergent avec compassion? Peut-être parce que la souffrance, quand on ne la fuit pas, enseigne. Peut-être parce que la douleur, traversée sans anesthésie, révèle des choses que nul autre ne peut voir. Peut-être parce que toucher le fond ne signifie pas toujours couler, mais parfois découvrir le sol ferme sur lequel, enfin, on peut bâtir. Les âmes fortes, celles qui inspirent sans le savoir, celles qui aiment sans avoir été aimées comme elles l'auraient mérité, ne sont pas ce qu'elles sont par hasard. Elles le sont parce qu'un jour, enfant,
elles se sont senties invisibles et ont décidé de ne plus jamais l'être pour elles-mêmes. Elles le sont parce qu'elles ont été trahies par ceux qui devaient les protéger, et qu'elles n'ont pourtant pas choisi la haine. Elles le sont parce qu'elles ont compris que leur douleur ne devait pas être une chaîne, mais une graine. Et même si cela fait mal, même si ce genre de croissance brûle comme le feu, c'est aussi ce qui les rend lumineuses. Dans un monde où le traumatisme est banalisé et où la famille est sacralisée malgré le mal qu'elle peut infliger, parler de tout cela est un acte de rébellion. Mais c'est nécessaire. Parce que tant de personnes continuent à culpabiliser de remettre en question ce qu'elles ont vécu. Elles croient que rester fidèles à leurs parents signifie se trahir elles-mêmes. Elles justifient l'injustifiable au nom de l'amour. Et pendant ce temps, leur âme réclame de l'espace, réclame la vérité, réclame de la lumière. Le processus d'individuation dont parlait Jung, en essence, une renaissance. Il ne s'agit pas de rompre avec sa famille parraine, mais de rompre avec le moule qui étouffe. De naître, enfin, en tant que soi. Et cela n'est pas possible sans traverser les marécages, sans regarder en face les blessures de l'enfance, sans cesser d'idéaliser ceux qui nous ont fait du mal. Car c'est seulement alors, quand la vérité intérieure pèse plus que les apparences, qu'on peut enfin construire une vie qui ne soit pas une simple réaction, mais une création. Alors oui, il est possible que les âmes fortes naissent dans des familles toxiques. Non parce que la douleur est bonne, mais parce que, étant inévitable, elle devient opportunité. Non parce que toute souffrance forge le caractère, mais parce que certaines personnes, dans un éclair de lucidité, refusent de devenir comme ceux qui les ont blessés. Et dans ce choix solitaire, courageux, silencieux réside une force qu'aucune lignée, aussi noire soit-elle, ne peut retenir. Peut-être que ce n'est pas juste. Peut-être que ce n'est pas facile. Mais c'est là, précisément là, où beaucoup tombent, que d'autres s'éveillent. Et quand ils s'éveillent, ils ne sauvent pas seulement leur propre vie. Ils commencent à guérir tout ce qui les a précédés. Comme si leur âme, née du chaos, savait depuis toujours qu'elle n'était pas venue pour répéter l'histoire, mais pour la transformer. Il existe une vérité que peu de gens osent regarder en face. Ce qui fait le plus mal est parfois ce qui nous construit le plus. Non pas parce que la douleur aurait une valeur en soi, ni parce qu'il faudrait idéaliser la blessure, mais parce qu'il existe une forme de croissance qui ne naît pas dans la paix, mais dans la tension permanente. Dans le frisson d'une maison où l'affection se mérite, ne se donne pas. Dans les gestes qui blessent plus que les insultes. Dans cet endroit où l'âme comprend, très tôt, que personne ne viendra la sauver. Quand on grandit dans un tel environnement, ce n'est pas la joie qu'on perd en premier. C'est la confiance. Confiance en les autres, mais surtout en soi. Car l'enfant prend ce qu'il vit comme une vérité absolue. S'il est ignoré, il croit qu'il ne mérite pas l'attention. S'il est contrôlé, il apprend que la liberté est dangereuse. S'il est puni pour avoir ressenti, il s'anesthésie. Et peu à peu, il disparaît à l'intérieur de lui-même. Il sourit quand il le faut, obéit quand c'est utile, et cache son monde intérieur dans un coin que personne ne pourra atteindre. Et pourtant, ce coin-là ne meurt pas. Il reste vivant. Silencieux, oui, mais rempli de questions. Pourquoi on me traite ainsi? Que ai-je fait pour mériter ça? Où est l'amour dont tout le monde parle? Ces questions font mal, mais elles allument aussi une étincelle. Car quand l'âme commence à chercher des réponses, même dans la confusion, quelque chose change. Elle ne veut plus seulement survivre. Elle refuse d'être une victime silencieuse. Et elle commence, lentement, à chercher une sortie même sans savoir encore ni comment, ni où aller. Sur ce chemin, nombreux sont ceux qui trébuchent. Car quitter une famille toxique ne signifie pas toujours partir physiquement. Parfois, le vrai combat se passe dans la tête. Apprendre à ne plus croire qu'on vaut uniquement par ce qu'on fait, ce qu'on donne, ce qu'on supporte. Cesser de quémander l'approbation. Ne plus craindre le conflit comme s'il était synonyme d'abandon. Ce sont des blessures si profondes qu'elles ne se voient pas de l'extérieur, mais qui influencent chaque choix, chaque relation, chaque silence. C'est là que débute la véritable transformation. Pas quand tout va bien, mais quand quelque chose à l'intérieur crie qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quand on commence à remarquer que le schéma se répète. On attire des liens qui nous rétrécissent, on porte des fautes qui ne nous appartiennent pas, on vit dans la peur constante de décevoir. Jusqu'au jour où l'on comprend. Le problème, ce n'est pas toi. C'est l'héritage émotionnel que tu portes. C'est la voix de tes parents qui parle à travers toi. C'est la fidélité aveugle à une structure qui t'a brisé. Ce moment d'éveil n'a rien de glorieux. Il est flou, brutal, rempli de contradictions. Mais il est réel. Et cette réalité,
c'est le premier pas vers la liberté. Jung dirait que c'est le début du voyage vers soi. Un voyage qu'on n'entreprend pas pour plaire, ni pour s'adapter, mais pour découvrir qui l'on est quand on ne cherche plus à survivre. Mais pour avancer, il faut avoir le courage de regarder en arrière. Pas avec rancune, mais avec lucidité. Voir ses parents tels qu'ils ont été, et non tels qu'on aurait voulu qu'ils soient. Reconnaître leurs manques, leur analphabétisme émotionnel, leurs douleurs non digérées. Et comprendre que même s'ils t'ont blessé, tu n'as pas à reproduire cette douleur. Oui, la souffrance se transmet. Mais elle peut aussi s'arrêter. Et mettre fin à cette chaîne est un acte de courage silencieux. C'est l'âme qui murmure, ça suffit. Les personnes qui y parviennent ne sont pas parfaites. Elles ne sont ni éclairées, ni exemptes de contradictions. Mais elles ont accompli quelque chose d'immense, elles ont cessé de fuir ce qu'elles sont. Elles ne se déforment plus pour être aimées. Elles ne prétendent plus que ça ne leur a pas fait mal. Et à la place, elles ont construit une présence nouvelle. Plus vraie, plus consciente. Une présence qui ne cherche pas à punir, mais à se protéger. Qui n'a pas besoin d'effacer le passé pour construire l'avenir, mais qui a besoin de le comprendre. Et cela fait mal. Ça fait mal de reconnaître que l'amour reçu était conditionnel. Que la tendresse manquait. Que la peur régnait plus souvent que la douceur. Ça fait mal de regarder sa propre histoire et de réaliser qu'on a normalisé l'inacceptable. Mais cela apaise aussi. Car en mettant des mots sur ce qui n'était que chaos, on reprend du pouvoir. Le pouvoir de choisir qui l'on veut être, sans les chaînes invisibles de l'enfance. Beaucoup des personnes les plus sages, les plus compatissantes, les plus fortes que nous connaissons ont une histoire similaire. Non pas parce qu'elles ont eu une vie facile, mais parce qu'elles ont choisi de ne pas reproduire le mal. Parce qu'elles ont senti dans leur chair ce que c'est de grandir dans le froid, et qu'elles ont décidé de ne pas rajouter du givre au monde. Parce qu'elles ont connu l'obscurité et ont compris que l'âme ne se bâtit pas dans la fuite, mais dans la confrontation. Ce que Jung suggère, sans forcément le dire, c'est qu'il y a quelque chose de profondément initiatique dans la souffrance précoce. Quelque chose qui, si l'on a le courage de l'affronter, devient une graine. Tout le monde ne choisit pas de la faire pousser. Tout le monde ne veut pas regarder la douleur en face. Mais celui qui le fait, qui choisit la conscience plutôt que la répétition, commence à écrire une autre histoire. Pas une histoire parfaite, mais une histoire libre. Pas sans cicatrices, mais pleine de sens. Et cela suffit. Car une seule personne qui guérit, qui se reconstruit avec amour, qui cesse de mendier la reconnaissance, change tout un héritage familial. Elle brise une chaîne. Elle referme une blessure. Elle devient un point de bascule qui touche même ceux qui sont venus avant elle. Car en cessant d'être l'esclave du passé, elle devient témoin du futur. Il y a ceux qui naissent pour répéter. Et il y a ceux qui naissent pour transformer. Mais parfois, pour savoir de quel côté tu es, il faut toucher le fond. Il faut se perdre dans la brume de l'enfance pour se retrouver dans la clarté de l'adulte. Il faut vivre le chaos pour découvrir son centre. Il faut mourir symboliquement à ce qu'on a été, pour renaître à ce que l'on pourrait devenir. Et c'est peut-être pour cela que, même dans la douleur, il y a quelque chose de profondément sacré. Non parce que souffrir serait un don, mais parce qu'au cœur de cette douleur peut naître une voix que tu ne connaissais pas. Une voix qui ne crie pas, mais qui reste debout. Qui ne frappe pas, mais qui se défend. Qui ne ment pas, même si son corps tremble. Cette voix qui te dit « Je n'ai plus besoin de survivre. Maintenant, je peux vivre. » Tout le monde ne devient pas sage en souffrant. Tout le monde ne construit pas une cathédrale intérieure après avoir grandi parmi les ruines. Mais certains y parviennent. Certains, bien qu'ayant été blessés par les mains mêmes qui étaient censées les protéger, refusent de se laisser envahir par l'amertume. Certains, sans vraiment savoir comment, rassemblent les morceaux brisés de leur enfance non pas avec de la colle, mais avec la vérité. Et de cette vérité naît quelque chose de profondément humain. Une force qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle est en paix avec elle-même. Cette force ne saute pas aux yeux. Elle ne se voit ni dans l'apparence, ni dans les réussites, ni dans les marques du succès. Elle se révèle dans les gestes discrets. Dans la manière dont quelqu'un regarde l'autre avec compassion, même lorsqu'il aurait toutes les raisons de se méfier. Dans cette capacité à écouter sans juger, alors que personne ne lui a appris à le faire. Dans la décision silencieuse de ne pas répondre à la violence par la violence. Dans ce genre d'amour qui ne dépend pas du mérite de l'autre, parce qu'il jaillit d'un cœur qui n'a plus rien à prouver. Les âmes fortes qui naissent dans des familles toxiques ne sont pas là pour porter une croix, ni pour jouer les martyrs.
Elles sont là parce que quelque chose en elles, presque la douleur, n'est pas une fatalité, mais un passage. Qu'elles ne sont pas venues répéter le passé, mais le comprendre. Le transformer. S'en libérer. Et dans cette libération, même solitaire, même incomprise, il y a un écho profond qui va bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Car chaque fois que quelqu'un rompt le cycle de l'abandon, de la manipulation ou de l'indifférence, il ne le fait pas seulement pour lui. Il le fait aussi pour tous ceux qui viendront après. Pour les enfants qui ne seront plus élevés dans la peur. Pour les amis qui ne seront plus traités comme des ennemis. Pour les liens qui cesseront d'être des champs de bataille pour devenir des refuges. Ce n'est pas juste de devoir devenir fort simplement parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Ce n'est pas juste que la tendresse doive être une conquête et non un point de départ. Mais c'est une réalité. Et nier cette réalité, c'est simplement prolonger le silence. C'est continuer à nourrir ce pacte de faux-semblants que tant de familles protègent bec et ongles. Ce pacte où l'on se tait pour ne pas déranger. Où l'on pardonne trop vite, pour ne pas remuer ce qui dérange. Où l'on minimise les blessures avec des phrases comme « tout le monde a ses problèmes » ou « aucune famille n'est parfaite », comme si cela suffisait à excuser l'indifférence. Mais les âmes fortes ne s'en contentent pas. Non parce qu'elles se croient meilleures, mais parce qu'elles ne peuvent plus faire semblant. Parce qu'elles ont appris à aimer la vérité plus que l'approbation. Parce qu'un jour, peut-être sans s'en rendre compte, elles ont cessé de demander la permission de guérir. Elles ont arrêté d'attendre que les autres changent, et ont commencé à changer elles-mêmes. Et ce changement, c'est l'acte le plus révolutionnaire qu'un être humain puisse accomplir. Carl Jung parlait de l'individuation comme d'un chemin profond, douloureux, mais essentiel. Un chemin vers la totalité, vers l'intégration de l'ombre, vers l'union avec le soi véritable. Ce chemin ne commence pas par l'illumination. Il commence par la blessure. Par le moment où quelque chose en toi se brise et où tu ne peux plus faire marche arrière. Il commence par cette douleur que tu ne peux plus anesthésier, par ce souvenir que tu ne peux plus enfouir, par cette question que tu ne peux plus faire taire. Qui suis-je, au-delà de ce que j'ai vécu? Répondre à cette question prend du temps. Parfois, toute une vie. Mais chaque pas dans cette direction est une affirmation de dignité. Une affirmation que tu mérites autre chose. Non parce que tu es spécial, mais parce que tu es humain. Parce que la vie ne devrait pas être une suite de guerres intérieures, mais une chance d'être, de ressentir, de vivre le monde sans peur. Et cela, même si cela semble lointain, est possible. Pas par magie, mais par volonté. Par décision. Par cette voix intérieure qui dit « Je ne veux plus continuer comme avant. Je veux autre chose ». Certains regardent en arrière avec haine. D'autres avec tristesse. Et quelques-uns avec compassion. Pas une compassion naïve qui excuse tout, mais une compassion lucide qui comprend que chaque génération porte ce que la précédente n'a pas su réparer. Que les parents blessent souvent parce qu'ils ont été blessés. Que personne ne peut donner ce qu'il n'a jamais reçu. Mais elle comprend aussi que cela ne t'oblige pas à rester prisonnier. Que comprendre ne veut pas dire tolérer. Que aimer ne signifie pas se soumettre. Quand quelqu'un se libère d'une histoire toxique, il ne renie pas son passé. Il choisit d'écrire son propre avenir. Et ce choix-là ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de projecteur. Il se fait souvent dans le silence, dans la solitude, au beau milieu de la nuit. Mais il laisse une trace. Car une âme reconstruite ne se contente pas de briller, elle éclaire. Non parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne sait plus vivre dans l'obscurité. C'est facile d'admirer la force une fois qu'elle a fleuri. Ce qui est difficile, c'est de la reconnaître alors qu'elle est encore en train de germer dans la boue. Quand elle ressemble encore à de la colère, à de l'angoisse, à de la culpabilité. Mais elle est déjà là. Même dans les moments les plus sombres, quelque chose insiste. Quelque chose refuse de mourir. Quelque chose continue de chercher un sens. Et ce quelque chose, appelle-le âme, conscience ou essence, est la preuve que ce que tu as vécu ne t'a pas détruit. Que tu es toujours là. En train de respirer. De marcher. De te rappeler que tu mérites mieux. Personne ne choisit de naître dans une famille toxique. Mais certains choisissent de ne pas se laisser définir par elle. Et ce choix, répété encore et encore, jour après jour, geste après geste, est ce qui façonne une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'âme